Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audiolib présente Billy Summers de Stephen King, traduit de l'anglais par Jean Hesch, lu par Thierry Blé, en souvenir de Raymond et Sarah Jane Spruce. J'étais égaré, mais j'ai retrouvé mon chemin. Chanson Amazing Grace. Chapitre 1. Assis dans le hall de l'hôtel, Billy Summers attend la voiture qui doit venir le chercher. On est vendredi midi. Bien qu'il soit en train de lire une bande dessinée intitulée « Les copains et les copines d'Archie », c'est à Émile Zola qu'il pense, et plus particulièrement à son troisième roman, celui qu'il a fait connaître, Thérèse Raquin. Il se dit que c'est en tout point le roman d'un jeune homme, et que Zola commençait seulement à exploiter un filon qui allait se révéler aussi profond que fabuleux. Il se dit que Zola est la version cauchemardesque de Charles Dickens. Voilà qui ferait un sujet intéressant pour un essai, s'il devait en écrire un. À 12h12, la porte de l'hôtel s'ouvre et deux hommes entrent dans le hall. L'un est grand, il a des cheveux noirs et arbore une banane de rocker des années 50. L'autre est petit, avec des lunettes. Ils sont en costume. Tous les hommes de Nick sont en costume. Le grand, Billy l'a connu dans l'Ouest. Il travaille pour Nick depuis longtemps. Il s'appelle Frank McIntosh. À cause de sa coiffure, certains des hommes de Nick le surnomment Frankie Elvis, ou, maintenant que l'arrière de son crâne commence à se dégarnir, Solar Elvis. Mais jamais devant lui. Billy ne connaît pas l'autre type. Sûrement un gars du coin. McIntosh tend la main. Billy se lève pour la serrer. « Salut Billy, ça fait un bail, content de te revoir. » De même, Frank. « Je te présente Polly Logan. »« Salut Polly. » Billy échange une poignée de main avec le petit. « Enchanté Billy. » McIntosh prend la bande dessinée Archie des mains de Billy. « Hey, tu lis toujours des BD à ce que je vois. »« Ouais, j'aime bien ça. Surtout les BD humoristiques. Les histoires de super-héros aussi, mais moins. » McIntosh feuillette la bande dessinée et montre quelque chose à Polly Logan. « Hé hé, mate un peu ces gonzesses, la vache, ça donne envie de se palucher. »« Betty et Véronica », précise Billy en reprenant sa bande dessinée. « Véronica est la petite amie d'Archie et Betty aimerait bien le devenir. »« Vous lisez des vrais bouquins aussi ?» demande Logan. « Ça m'arrive quand je dois faire un long voyage. Des magazines aussi, mais dans l'ensemble, je préfère les BD. »« Bien, bien, » dit Logan en adressant un clin d'œil à McIntosh. Ce n'est pas très discret, et McIntosh tique. Billy s'en moque. « Alors, prêt pour un petit trajet en voiture ?» demande McIntosh. « Toujours. » Billy glisse sa bande dessinée dans la poche arrière de son pantalon. Archie et ses copines à forte poitrine. Là aussi, il y aurait de quoi écrire un essai. Sur l'aspect réconfortant des coupes de cheveux et des attitudes immuables. Sur Riverdale, où le temps semble s'être arrêté. 2. C'est McIntosh qui conduit. Logan a choisi de monter à l'arrière, parce qu'il est petit. Billy s'attend à ce qu'il prenne la direction de l'ouest vers le quartier le plus chic de la ville, car Nick Majarian aime vivre sur un grand pied, chez lui ou en voyage, et il ne descend jamais à l'hôtel. Au lieu de ça, il roule vers le nord-est. À 3 kilomètres du centre-ville, il pénètre dans un quartier que Billy qualifierait de classe moyenne inférieure. 3 ou 4 échelons au-dessus du camp de caravane où il a grandi, mais pas chic du tout. Ici,
pas de grandes maisons clôturées. C'est un quartier de pavillons devant lesquels des arroseurs automatiques tournoient sur de petites parcelles de gazon. De plein pied, pour la plupart. Bien entretenus dans l'ensemble, même si certains auraient besoin d'un coup de peinture, et les mauvaises herbes ont envahi quelques pelouses. Il remarque qu'un morceau de carton remplace une vitre cassée dans une des maisons. Devant une autre, un type obèse en bermuda et débardeur, assis dans un fauteuil de jardin acheté chez Costco ou Sam's Club, les regarde passer en buvant une bière. L'Amérique traverse une période faste depuis quelque temps, mais cela va peut-être changer. Billy connaît bien ce genre de quartier. Ce sont des baromètres et celui-ci a commencé à baisser. Les gens qui vivent ici doivent pointer quand ils vont au travail. Macintosh pénètre dans l'allée d'une maison d'un étage à la pelouse pelée, peinte d'un jaune terne. Difficile d'imaginer Nick Majarian vivant ici, même quelques jours. On s'attend plutôt à tomber sur un ouvrier spécialisé ou un modeste employé d'aéroport avec une femme qui collectionne les bons de réduction alimentaire, 2 enfants, des traites à payer et des parties de bowling le jeudi soir. Logan ouvre la portière de Billy qui pose sa bande dessinée sur le tableau de bord et descend de voiture. Macintosh les précède sur les marches du perron. Il fait chaud dehors, mais la maison est climatisée. Nick Majarian les attend dans le petit couloir qui mène à la cuisine. Son costume a certainement coûté l'équivalent d'une mensualité de cette maison. Ses cheveux clairsemés sont plaqués sur son crâne. La banane de Rockers n'est pas son style. Son visage rond affiche un bronzage à la Las Vegas. Il est massif. Mais lorsqu'il serre Billy dans ses bras, sa bedaine est dure comme de la pierre. « Billy !» s'exclame-t-il et il l'embrasse sur les 2 joues. De gros baisers chaleureux. Il arbore son sourire irrésistible. « Ah, Billy, Billy! Mon vieux, quelle joie !»« Pour moi aussi, Nick. » Billy regarde autour de lui. « Généralement, tu loges dans des endroits plus chics, si je peux me permettre. » Nick s'esclaffe. Il a un rire contagieux magnifique, qui va bien avec son sourire. Macintosh l'imite et Logan sourit. J'ai un autre truc dans l'West Side. Temporairement. Disons que je fais office de gardien. Devant la baraque, il y a une fontaine, avec un petit gamin à poil au milieu. Je sais plus comment ça s'appelle. Un chérubin, pense Billy. Mais il ne dit rien. Il continue à sourire. Bref, un petit gamin qui pisse de l'eau. Tu le verras. Ici, c'est pas chez moi. C'est chez toi, Billy. Si tu décides de faire le boulot, évidemment. 3. Nick lui fait visiter la maison. Entièrement meublée, précise-t-il, comme s'il essayait de la lui vendre. Ce qui est peut-être le cas. Au premier étage, 3 chambres et 2 salles de bain, dont une plus petite, sans doute pour les enfants. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine, un salon et une salle à manger si exiguë qu'elle s'apparente davantage à un coin repas. La majeure partie du sous-sol a été aménagée en une longue pièce tapissée de moquettes, avec un gros téléviseur à un bout et une table de ping-pong à l'autre. Éclairage sur rail. Nick appelle ça la salle de jeu. Et c'est là qu'il s'installe. Macintosh leur demande s'ils veulent boire quelque chose. Soda, bière, limonade ou thé glacé, propose-t-il. Pour moi, ce sera un Arnold Palmer, dit Nick. Moitié-moitié, avec beaucoup de glace. Billy dit que ça lui va très bien. Ils bavardent de choses et d'autres en attendant qu'on leur apporte à boire. Ils se plaignent de la chaleur dans le sud. Nick demande à Billy comment s'est passé son voyage. Très bien, répond celui-ci sans préciser d'où venait son avion, et Nick ne pose pas la question. Et cet enfoiré de Trump, dit Nick. Oui, cet enfoiré de Trump, répond Billy. La discussion ne va pas plus loin. Mais ce n'est pas grave car Macintosh réapparaît à ce moment-là avec 2 grands verres sur un plateau. Et aussitôt après son départ, Nick en vient au fait. Quand j'ai appelé ton gars, Bucky, il m'a dit que tu envisageais de prendre ta retraite. J'y songe. Je suis dans la partie depuis longtemps. Trop longtemps. Exact. Tu as quel âge d'ailleurs? 44. Et tu fais ça depuis que tu as quitté l'uniforme? Grosso modo. Tout cela, Nick le sait déjà. Billy en est presque sûr. Combien en tout?
Billy hausse les épaules. Je me souviens pas exactement. 17. 18 en comptant le premier, le type avec le bras dans le plâtre. Bucky dit que tu serais quand même prêt à en faire un dernier, si le prix est correct. Nick attend que Billy demande combien. Comme cela ne vient pas, il reprend. Le prix pour ce coup-là est plus que correct. De quoi passer le restant de tes jours au soleil, à siroter des piña coladas dans un hamac. Il déploie encore son grand sourire. 2 millions. 500 000 d'avance, le reste après. Le sifflement de Billy ne fait pas partie de son numéro, qu'il ne considère pas comme un numéro d'ailleurs, plutôt une manifestation de son autre personnalité, celle de Billy l'idiot, qu'il montre à des gars comme Nick, Frank et Polly. C'est une sorte de ceinture de sécurité. Vous ne l'utilisez pas parce que vous vous attendez à avoir un accident, mais parce que vous ne savez jamais ce que vous allez découvrir en haut de la colline devant vous. Il en va de même sur la route de la vie. Les gens déboîtent n'importe où, n'importe comment, et parfois ils prennent l'autoroute à contresens. Pourquoi autant? La plus grosse somme qu'il ait jamais touchée, c'était 70 000. C'est pas un politicien, j'espère. Je fais pas les politiciens. Rien à voir. C'est un méchant? Nick éclate de rire et secoue la tête. Il pose sur Billy un regard chargé d'une affection sincère. Avec toi, c'est toujours la même question. Billy acquiesce. Billy l'idiot est peut-être une arnaque, mais ça, c'est la vérité. Il ne s'occupe que des méchants. Ça lui permet de dormir la nuit. Il va sans dire qu'il gagne sa vie en travaillant pour la même catégorie de personnes, mais il n'y voit aucune contradiction morale. Que des méchants le paient pour liquider d'autres méchants ne lui pose aucun problème. Il se voit comme un éboueur, armé d'un flingue. C'est vraiment un méchant. Ok. Et ces 2 millions ne sortent pas de ma poche. Je suis qu'un intermédiaire. Je touche ce qu'on pourrait appeler ma commission d'agent. Mais pas sur ta part, c'est en plus. Nick se penche en avant, les mains coincées entre les cuisses, les yeux fixés sur Billy. Sérieux. La cible est un tueur professionnel, comme toi. À cette différence près que lui, il demande jamais si c'est un méchant ou pas. Il fait pas ce genre de distinction. Si c'est bien payé, il accepte le boulot. Appelons-le Joe pour le moment. Il y a 6 ans, ou 7, peu importe, ce Joe a éliminé un gamin de 15 piges sur le chemin de l'école. Ce gamin, était-ce une méchante personne? Non. C'était même un brillant élève. Mais quelqu'un voulait envoyer un message à son père. Le message, c'était ce gamin. Et Joe était le messager. Billy se demande si cette histoire est vraie. Pas forcément. Elle a un petit côté conte de fées. Mais en même temps, ça sonne vrai. Tu veux que je tue un tueur? Comme s'il cherchait à bien comprendre. Tout juste. Joe moisit dans une prison de Los Angeles pour le moment. Il est accusé d'agression et de tentative de viol. La tentative de viol, je vais te dire, si tu n'es pas une nana du genre MeToo, c'est une blague. Il a pris une écrivaine qui participait à une conférence à L.A., une écrivaine féministe par-dessus le marché, pour une pute. Il l'a abordée, de manière un peu lourde, j'imagine, et elle lui a balancé une dose de spray anti-agression. Alors il lui a foutu son poing sur la gueule et lui a pété la mâchoire. Je parie qu'elle a vendu 100 000 bouquins de plus grâce à ça. Elle aurait dû le remercier au lieu de porter plainte, tu crois pas? Billy ne répond pas. Réfléchis, Billy. Cette personne a buté Dieu sait combien de personnes, parmi lesquelles quelques durs à cuire, et une goudou féministe lui balance du gaz dans les yeux. Y a de quoi se marrer, non? Billy sourit, pour la forme. L.A., c'est à l'autre bout du pays. Exact, mais il était ici, avant d'aller là-bas. J'ignore ce qu'il faisait ici, et je m'en fous. Mais je sais qu'il cherchait une partie de poker. Et quelqu'un lui a dit où il pouvait en trouver une. Car figure-toi que notre Joe se prend pour un flambeur. Pour te la faire brève, il a perdu un joli paquet de fric. Et quand le gros gagnant de la soirée est reparti, sur le coup de 5 heures du matin, Joe lui a tiré une balle dans le buffet. Et il s'est pas contenté de récupérer son fric. Il a tout raflé. Quelqu'un a essayé de l'arrêter, sans doute un autre joueur, et Joe l'a flingué lui aussi. Il les a tués tous les deux? Le gros gagnant est mort à l'hosto, mais il a eu le temps d'identifier Joe. Le type qui a voulu s'interposer s'en est tiré.
Lui aussi a identifié Joe. Et c'est pas tout. Devine. Billy secoue la tête. Caméra de surveillance. Tu vois où je veux en venir? Très bien. Non, pas vraiment. La Californie l'a arrêté pour agression, et c'est du lourd. La tentative de viol ne sera certainement pas retenue. C'est pas comme s'il avait traîné cette nana dans une ruelle. En fait, il a proposé de la payer, comme un gars qui va aux putes. Le proc ne va pas s'emmerder avec ça. Compte tenu de la préventive, il risque d'écoper de 3 mois de tôle, affaire réglée, mais il y a le meurtre. Et il ne rigole pas avec ça, de ce côté-ci du Mississippi. Billy le sait bien. Dans les États rouges, ils abrègent les souffrances des tueurs de sang-froid. Ils n'y trouvent rien à redire. Après avoir visionné les images de surveillance, les jurés décideraient certainement que ce vieux Joe mérite une petite piqûre. Tu t'en doutes, hein? Oui. Il a demandé à son avocat d'empêcher son extradition. Rien de surprenant, tu sais ce que c'est qu'une extradition? Oui. Bien. L'avocat de Joe se bat comme un beau diable, et c'est pas un minable commis d'office. L'audience a déjà 1 mois de retard, et il va se servir de ça pour trouver d'autres moyens de gagner du temps. Mais il finira par perdre. Joe a été placé à l'isolement parce qu'un détenu a essayé de le suriner. Ce vieux Joe l'a désarmé et lui a brisé le poignet, mais d'autres vont certainement tenter leur chance. Une histoire de gang? Demande Billy. Les Crips peut-être? Ils ont une dent contre lui? Nick hausse les épaules. Qui sait? En tout cas, Joe a ses quartiers pour qu'il soit pas obligé de se mélanger avec les autres salopards. Et il a droit à 1 demi-heure de promenade seul dans la cour. Pendant ce temps, son avocat contacte des gens. Il laisse entendre que son client pourrait faire des révélations très importantes s'il laisse tomber l'accusation de meurtre. C'est possible? Billy ne veut pas y croire, même si le type que Joe a tué après la partie de poker était un méchant. L'accusation pourrait renoncer à la peine de mort, ou même revenir à une simple inculpation pour meurtre sans préméditation. Bravo, Billy! Tu es sur la bonne piste. D'après ce que j'ai entendu dire, Joe exige que toutes les poursuites soient abandonnées. J'en déduis qu'il a de sacrés atouts dans son jeu. Il pense qu'il a de quoi échapper à une condamnation pour meurtre? Demande à celui qui a échappé on ne sait combien de fois, répond Nick en riant. Billy ne rit pas. J'ai jamais tué quelqu'un parce que j'avais perdu au poker. Je joue pas au poker. Et je vole pas. Nick hoche la tête avec vigueur. Hey, je sais bien, Billy. Uniquement les méchants. Non, je disais ça pour te taquiner. Allez, bois ton verre. Billy boit. Et il réfléchit. 2 millions. Pour un seul boulot. Où est l'embrouille? Il y a quelqu'un qui veut vraiment empêcher ce type de dire ce qu'il sait. Nick pointe le doigt sur Billy en mimant un pistolet, comme s'il venait de faire une déduction prodigieuse. T'as pigé! Bref, je reçois un message d'un gars d'ici. Tu le rencontreras si tu acceptes ce boulot. Qui m'annonce qu'il cherche un tueur professionnel, la crème de la crème. Aussitôt, je pense, Billy Summers, affaire réglée. Tu veux que je liquide ce type, mais pas à L.A., ici? Pas moi, je ne suis que l'intermédiaire, je te le rappelle. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a les poches pleines. C'est quoi, l'embrouille? Nick allume son sourire. De nouveau, il pointe son doigt pistolet sur Billy. Droit au but, hein? Sauf que c'est pas vraiment une embrouille. Ou peut-être que si, ça dépend comment on voit les choses. Le hic, c'est le temps. Tu vas devoir rester ici. D'un geste vague, il désigne la petite maison jaune, ou le quartier dont Billy découvrira qu'il s'appelle Midwood. Ou peut-être même la ville entière, située à l'est du Mississippi, juste sous la ligne Mason-Dixon. Un bon moment. 4. Ils continuent à discuter. Nick annonce à Billy que l'emplacement a déjà été trouvé. Il fait référence à l'endroit où Billy pressera la détente. Il ajoute que Billy n'est pas obligé de prendre sa décision avant d'en savoir plus. Ces informations supplémentaires lui seront fournies par un certain Ken Hoff, le gars du coin. Absent aujourd'hui, précise Nick. Il sait ce que j'utilise? Ça ne veut pas dire qu'il accepte, mais c'est un grand pas dans cette direction. 2 millions pour rester le cul sur une chaise quasiment en attendant le moment propice. Difficile de refuser une telle proposition.
Nick répond d'un hochement de tête. « Ok. Je le vois quand, ce Hof ?»« Demain. Il t'appellera à ton hôtel ce soir pour t'indiquer l'endroit et l'heure. » Si j'accepte, j'aurai besoin d'une couverture pour expliquer ce que je fais ici. Tout est arrangé, aux petits oignons. Une idée de Giorgio. On t'en parlera demain soir quand tu auras rencontré Hof. Nick se lève et tend la main. C'est pas la première fois que Billy lui serre la main, mais il n'aime pas ça, car Nick fait partie des méchants. Difficile de ne pas l'apprécier cependant. Nick est un pro, lui aussi, et son sourire est efficace. 5. Polly Logan le ramène à son hôtel. Polly n'est pas très bavard. Il demande à Billy si la radio le gêne, et comme Billy répond non, il met une station de soft rock. À un moment donné, il dit « Loggins and Messina, y a pas mieux !» Si l'on accepte le juron adressé à un type qui lui a refusé la priorité dans Cedar Street, voilà à quoi se résume sa conversation. Billy s'en moque. Il songe à tous les films qu'il a vus sur des braqueurs qui montent un dernier coup. Si le film noir est un genre en soi, le dernier coup constitue un sous-genre. Dans ces films, ça finit toujours mal. Certes, Billy n'est pas un braqueur, il ne travaille pas avec un gang et il n'est pas superstitieux. N'empêche, cette histoire de dernier coup le tracasse. À cause de la somme proposée, peut-être. Parce qu'il ne sait pas qui règle la note, ni pourquoi. Ou alors, c'est à cause de cette histoire que lui a raconté Nick, ce bon élève de 15 ans assassiné par la cible. « Vous pensez rester dans le coin ?» lui demande Polly en s'arrêtant devant l'hôtel. « Ce type, Hof, va vous refiler l'outil dont vous avez besoin. J'aurais pu m'en charger, mais Nick n'a pas voulu. » Est-ce qu'il pense rester dans le coin? Je sais pas, peut-être. En descendant de voiture, il marque un temps d'arrêt. Probablement. 6. Dans sa chambre, Billy allume son ordinateur portable. Il change l'heure en bas de l'écran et vérifie son VPN car les hackers raffolent des hôtels. Il pourrait googler les tribunaux de Los Angeles County. Les archives des audiences d'extradition sont certainement publiques, mais il existe des moyens plus simples d'obtenir ce qu'il désire. Ronald Reagan avait raison quand il disait « Ayez confiance, mais vérifiez ». Billy se rend sur le site du LA Times et souscrit un abonnement de 6 mois. En utilisant une carte de crédit qui appartient à un individu fictif nommé Thomas Hardy, un de ses auteurs préférés. Parmi les naturalistes, du moins. Une fois connecté, il tape « auteur féministe », puis « tentative de viol ». Il tombe sur une demi-douzaine de brèves, chacune plus succincte que la précédente. Il y a même une photo de l'écrivaine. Une femme canon, qui a beaucoup de choses à dire. La prétendue agression aurait eu lieu devant le Beverly Hills Hotel. Le prétendu coupable était en possession de multiples pièces d'identité et cartes de crédit. D'après le LA Times, son vrai nom est Joel Randolph Allen. Il avait échappé à une condamnation pour viol dans le Massachusetts en 2012. Joe. C'est pas très éloigné de Joel, songe Billy. Il se rend ensuite sur le site du quotidien local en se servant encore une fois de Thomas Hardy pour franchir le paywall et il tape « Victime partie de poker ». L'histoire est là, et la photo de caméra de surveillance qui l'accompagne est foutrement accablante. 1 heure plus tôt, la lumière du jour n'aurait pas été suffisante pour éclairer le coupable. En bas du cliché, on peut lire 5h18. Le soleil n'est pas encore levé, mais ça ne saurait tarder, et le visage du type dans la ruelle est aussi net qu'on peut le souhaiter quand on est procureur. Une main dans la poche, il attend devant une porte qui indique « Zone de chargement, interdiction de stationner ». Et, si Billy faisait partie du jury, il voterait certainement pour l'aiguille, rien qu'à cause de ça. Car Billy Summers est un expert en préméditation, et c'est ce qu'il voit sur cette photo. Un article plus récent dans le quotidien de Red Bluff indique que Joel Allen a été arrêté à Los Angeles pour une autre affaire. Nick est convaincu que Billy prend tout pour argent comptant, à l'instar de toutes les personnes pour lesquelles Billy a travaillé au fil des ans.
Nick pense qu'en dehors de ses incroyables qualités de tireur, il est un peu demeuré, voire autiste. Nick croit au personnage de Billy l'idiot, car Billy se donne beaucoup de mal pour ne pas en rajouter. Pas de bouche ouverte, pas de regard vitreux, pas de débilité affichée. Une bande dessinée, Archie, fait des merveilles. Le roman de Zola qu'il est en train de lire est caché au fond de sa valise. Et si quelqu'un le découvre en fouillant dans ses affaires, Billy expliquera qu'il l'a trouvé dans l'avion, dans la pochette du siège, et qu'il l'a emporté parce qu'il aimait bien la fille sur la couverture. Il envisage d'effectuer des recherches sur le gamin de 15 ans, mais il manque d'infos. Il pourrait passer tout l'après-midi sur Google sans rien trouver. Et, s'il trouvait quelque chose, il ne pourrait pas être sûr qu'il s'agit du même gamin. Il lui suffit de savoir que le reste de l'histoire que lui a raconté Nick colle. Il commande un sandwich et un thé. Quand on les lui apporte, il s'assoit près de la fenêtre pour se restaurer et lire Thérèse Raquin. Il y voit un mélange entre James Cain et les BD d'horreur des années 50. Après ce déjeuner tardif, il s'allonge sur le lit, les mains derrière la tête, sous l'oreiller, pour savourer la fraîcheur qui s'y cache. Hélas, à l'image de la jeunesse et de la beauté, elle ne dure pas longtemps. Il verra ce que ce Ken Hoff lui raconte, et si son histoire se vérifie elle aussi, il pense qu'il acceptera ce boulot. L'attente sera pénible, ça n'a jamais été son fort. Il a essayé la méditation zen à une époque sans résultat. Mais, pour 2 millions de dollars, il peut prendre son mal en patience. Billy ferme les yeux et s'endort. À 19h ce soir-là, il mange le plat apporté par le room service en regardant Asphalt Jungle sur son ordinateur. Bel exemple de film sur un dernier coup frappé par la malchance. Le téléphone sonne. C'est Ken Hoff. Celui-ci lui fixe un rendez-vous pour le lendemain après-midi. Billy n'a pas besoin de noter l'endroit et l'heure. Noter des choses, ça peut se révéler dangereux. Et il a une bonne mémoire. Chapitre 2. 1. À l'image de la plupart des acteurs de cinéma, sans parler de tous ces hommes que Billy croise dans la rue et qui les imitent, Ken Hoff arbore une barbe naissante comme s'il ne s'était pas rasé depuis 3 ou 4 jours. Choix malheureux, car Hoff est roux. Il n'a pas l'air d'un dur à cuire. On a plutôt l'impression qu'il a attrapé un méchant coup de soleil. Ils sont assis sur la terrasse du Sunspot Café, sous un parasol, au coin de Main and Court. Billy suppose que cet endroit est très fréquenté en semaine. Mais, en ce samedi après-midi, il n'y a quasiment personne à l'intérieur. Et les quelques tables éparpillées à l'extérieur sont toutes pour eux. Hoff a la cinquantaine, 45 ans peut-être, s'il a eu une vie difficile. Il boit un verre de vin. Billy un soda sans sucre. À son avis, Hoff ne travaille pas pour Nick, car celui-ci est basé à Vegas. Mais Nick trempe dans plusieurs combines et elles ne sont pas toutes dans l'Ouest. Les deux hommes sont peut-être liés d'une manière ou d'une autre, ou alors Hoff est en relation avec le type qui finance le coup, en supposant que ce coup se réalise, bien évidemment. « Cet immeuble de l'autre côté de la rue m'appartient », déclare Hoff. « Il n'y a que 21 étages, mais ça suffit à en faire le 2e immeuble le plus haut de Red Bluff. Le 3e, quand le Higgins Center sera terminé, avec ses 30 étages. Et un centre commercial. J'ai aussi des parts dans cet immeuble, mais celui-ci, c'est mon bébé. Ils se sont moqués de Trump quand il disait qu'il allait relancer l'économie. Mais ça marche. Ça marche. » Billy se contrefiche de la politique économique de Trump. En revanche, il étudie l'immeuble d'un œil de professionnel. Il est prêt à parier que c'est de là qu'il va tirer. La Gerrard Tower. Qualifier de tour un bâtiment de 21 étages lui semble un peu excessif. Mais dans cette ville composée de petites constructions en briques, délabrées pour la plupart, sans doute que ça peut passer pour une tour, en effet. Sur la pelouse bien entretenue qui s'étend devant, un panneau annonce « Bureaux et appartements de standing disponibles », avec un numéro de téléphone. Ce panneau semble planté là depuis un moment. « Il ne s'est pas rempli comme je l'espérais »,
reconnaît Hoff. L'économie est en plein boom, c'est vrai. Les gens ont du fric et en 2020, ce sera encore mieux, mais vous seriez surpris de voir à quel point tout ça est lié à Internet, Billy. Vous permettez que je vous appelle Billy? Pas de problème. Bref, c'est un peu dur cette année financièrement. J'ai des problèmes de liquidité depuis que j'ai investi dans WWE. Mais 3 affiliés, je ne pouvais pas laisser passer ça, hein? Billy ne sait pas de quoi il parle. Du catch professionnel peut-être? Ou de ce Monster Truck Jam pour lequel il a vu la pub à la télé? Manifestement, Hoff pense qu'il comprend, alors il hoche la tête. Ces vieux connards qui ont fait fortune il y a longtemps estiment que j'ai pris trop de risques, mais il faut bien miser sur l'économie, pas vrai? Lancer les dés pendant qu'ils sont chauds, pour gagner du fric, il faut du fric, non? C'est sûr. Alors je fais ce que je dois faire. Et je sais flairer un bon plan quand j'en vois un. Et ça, c'en est un. Un peu risqué, mais j'ai besoin de rebondir. Et Nick m'assure que si jamais vous vous faites prendre, je sais bien que ça n'arrivera pas, vous la bouclerez. Exact. Billy ne s'est jamais fait prendre. Et il n'a pas l'intention de commencer maintenant. Le code d'honneur, hein? Ouais. Billy devine que Ken Hoff a vu trop de films, dont un certain nombre appartenant au sous-genre du dernier coup. Il a hâte que ce type en vienne au fait. Il fait chaud dehors, même sous le parasol. Et lourd. Un climat pour les oiseaux, se dit Billy. Et sans doute que même eux ne sont pas contents. Je vous ai choisi un chouette appart en angle, au 4e, dit Hoff. Bureau, salon et kitchenette. Une kitchenette. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, pendant tout le temps que ça prendra, vous serez bien. Comme un coq en pâte. Je veux pas vous le montrer du doigt, mais je suis sûr que vous savez compter jusqu'à 4. Oh oui, se dit Billy. Je suis même capable de marcher et de mâcher un chewing-gum en même temps. L'immeuble est un parallélépipède basique, un paquet de biscuits avec des fenêtres. Il y a donc 2 appartements en angle au 4e étage, de ce côté-ci. Mais Billy devine que Hoff parle de celui de gauche. Il trace mentalement une diagonale entre la fenêtre et Court Street, une rue de 2 pâtés de maisons seulement. Cette diagonale, le trajet de la balle s'il accepte ce contrat, s'achève sur les marches du palais de justice. Un bâtiment plat, en granit gris. Les marches, une vingtaine au moins, conduisent à un parvis au centre duquel trône une justice aux yeux bandés qui brandit sa balance. Parmi les choses que Billy ne dira jamais à Ken Hoff, il y a celle-ci. L'allégorie de la justice est inspirée d'une déesse romaine plus ou moins inventée par l'empereur Auguste. Billy reporte son attention sur l'appartement en angle du 4e étage et ses yeux tracent de nouveau la diagonale. Il estime qu'il y a environ 500 mètres de la fenêtre aux marches. Un tir dans ses cordes, même par grand vent. Avec une arme adéquate, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pour moi, monsieur Hoff? Hein? L'espace d'un instant, Hoff, l'idiot, apparaît en plein jour. Billy fait un petit geste avec l'index de sa main droite qui pourrait signifier « approchez, mais pas dans ce cas-là ». « Oh, oui, bien sûr, ce que vous avez réclamé, c'est ça ?» Il jette des regards autour de lui, ne voit personne, et baisse la voix malgré tout. « Remington 700 !» La M24, selon la classification de l'armée. « Hein ?» Hoff sort son portefeuille de la poche arrière de son pantalon. Il en extrait un bout de papier auquel il jette un coup d'œil. M24, c'est bien ça. Il veut ranger le bout de papier dans son portefeuille, mais Billy tend la main. Hoff lui remet le papier. Billy le glisse dans sa poche. Plus tard, avant d'aller voir Nick, il le jettera dans les toilettes de sa chambre d'hôtel. Il ne faut jamais rien noter. Il espère que ce type ne va pas poser de problème. L'optique? Hein? La lunette, le viseur. Hoff semble troublé. C'est ce que vous avez demandé? Vous l'avez noté, ça aussi? Sur le papier que je viens de vous donner. Ok. L'outil est dans un... J'ai pas besoin de le savoir. J'ai pas encore décidé si j'acceptais ce travail. C'est faux. Cet immeuble est gardé? Encore une question de Billy l'idiot. Ah oui, bien sûr. Si j'accepte ce travail, c'est moi qui transporterai l'outil jusqu'au 4e. On est bien d'accord, monsieur Hoff?
Oui, oui, d'accord. Hoff paraît soulagé. Dans ce cas, je crois que nous en avons terminé. Billy se lève et tend la main. J'ai été enchanté de vous rencontrer. Encore un mensonge. Billy n'est pas certain de pouvoir faire confiance à ce type et il déteste cette stupide barbe négligée. Quelle femme aurait envie d'embrasser une bouche entourée de petits poils roux? Hoff lui serre la main. Moi de même, Billy. C'est juste une mauvaise passe que je traverse. Vous avez lu un bouquin qui s'appelle « Le héros aux 1001 visages » Billy l'a lu, mais il fait non de la tête. Vous devriez, franchement. J'ai sauté tous les trucs littéraires pour en arriver à la partie principale. Droit au but, c'est ma devise. Pas de baratin. J'ai oublié le nom du type qui a écrit ça, mais il dit que chaque homme doit traverser une épreuve avant de devenir un héros. Et c'est ce qui m'arrive. Fournir une carabine de tireur d'élite et une vue plongeante à un tueur à gages, songe Billy. Pas sûr que Joseph Campbell mette ça dans la catégorie des actes héroïques. J'espère que vous réussirez. 2. Billy se dit qu'il finira par acheter une voiture s'il reste ici. Mais dans l'immédiat, il ne connaît pas la ville. Et il est heureux de laisser Paul Logan le conduire de l'hôtel jusqu'à l'endroit où Nick joue les gardiens de maison. En l'occurrence, une sorte de faux manoir qui ressemble davantage à ce qu'il pensait découvrir la veille. Une horreur architecturale construite à la va-vite, posée sur un hectare de pelouse. Le portail qui barre la longue allée sinueuse s'ouvre automatiquement lorsque Polly appuie sur le gadget fixé sur son pare-soleil. Il y a en effet un chérubin qui pisse dans un bassin, ainsi que 2 autres statues, un soldat romain et une jeune femme au sein nu, éclairés par des projecteurs cachés maintenant que la nuit commence à tomber. La maison est illuminée, elle aussi, afin de bien mettre en valeur tous ces misérables excès. Aux yeux de Billy, on dirait la fille bâtarde d'un supermarché et d'une méga-église. Ce n'est pas une maison, c'est l'équivalent architectural d'un pantalon de golf rouge. Frank McIntosh, alias Frankie Elvis, l'attend sur le gigantesque perron. Costume sombre, cravate bleue sobre. À le voir, on ne se douterait pas qu'il a commencé sa carrière en cassant des jambes pour le compte d'un usurier. C'était il y a longtemps, évidemment, avant qu'il se hisse vers les sommets. Il descend la moitié des marches, main tendue, tel le seigneur du château, ou le majordome du seigneur du château. Nick attend dans le hall, une fois encore. Un hall beaucoup plus grand que celui de la modeste maison jaune de Midwood. Nick est solidement bâti, et l'homme qui l'accompagne est énorme. Il dépasse largement les 150 kilos. Il s'agit de Giorgio Piglielli, que la bande de Nick à Las Vegas appelle bien évidemment Giorgio Pigs, mais jamais devant lui. Si Nick est le PDG, Giorgio est son directeur d'exploitation. Le fait qu'ils soient présents tous les deux, si loin de leur base, indique que la commission d'agents, pour reprendre l'expression de Nick, doit être très élevée. Billy s'est vu promettre 2 millions. Combien a-t-on promis à ces types, ou combien ont-ils déjà empoché? Quelqu'un a vraiment peur de Joel Allen. Quelqu'un qui possède probablement une maison semblable à celle-ci, voire plus laide. Difficile à imaginer, mais cela existe sans doute. Nick tape sur l'épaule de Billy. « Tu penses certainement que ce gros-lard est Giorgio Piglielli ?» « Il lui ressemble en tout cas, » répond Billy, prudent, et Giorgio émet un rire aussi énorme que lui. Nick affiche son sourire irrésistible. « Oui, je sais, » dit-il. « Mais en réalité, c'est George Rousseau, ton agent. »« Mon agent? Genre agent immobilier ?»« Non, pas ce genre d'agent, » s'esclave Nick. « Passons dans le salon, on va boire un verre, et Giorgio va tout expliquer. Comme je te le disais hier, c'est génial. » 3. Le salon est aussi long qu'un wagon Pullman. Il y a 3 lustres au plafond, 2 petits et un gros. Les meubles bas ont des lignes arrondies. 2 autres chérubins soutiennent un miroir en pied. Une horloge de grand-mère semble avoir honte d'être là.
Frank McIntosh, le casseur de jambes devenu domestique, leur apporte à boire sur un plateau. Des bières pour Billy et Nick, et ce qui ressemble à un chocolat maltais pour Giorgio, bien déterminé visiblement à ingérer le maximum de calories avant de mourir à 50 ans. Il choisit l'unique fauteuil à même de l'accueillir, et Billy se demande s'il pourra s'en extraire seul. Nick lève son verre de bière. « À nous, puissent les affaires nous rendre heureux et nous donner satisfaction. » Il trinque. Après quoi, Giorgio prend la parole. « Nick me dit que vous êtes intéressé, mais que vous n'avez pas encore signé. Vous en êtes à ce qu'on pourrait appeler la phase d'exploration. » « En effet, » répond Billy. « Supposons, dans l'intérêt de cette conversation, que vous soyez partant. » Giorgio boit son chocolat maltais à la paille. « Ah, quel régal! L'idéal par une chaude soirée. » Il glisse la main dans la poche de sa veste. Il y a là suffisamment de tissu pour habiller tout un orphelinat, et en sort un portefeuille, qu'il tend à Billy. Celui-ci le prend. Un Lord Buxton. Élégant, sans être top chic. Un peu vieilli. Le cuir était raflé par endroits. « Regardez à l'intérieur. Vous découvrirez votre identité dans ce patelin paumé. » Billy s'exécute. Le portefeuille contient $70. Quelques photos, des hommes principalement, qui pourraient être des amis, et des femmes, qui pourraient être des copines. Rien n'indique qu'il a une épouse et des enfants. « Je voulais vous photoshopper devant le Grand Canyon ou ailleurs, » ajoute Giorgio, « mais personne n'a de photo de vous apparemment, Billy. » Une photo, ça peut causer des ennuis. Nick intervient. La plupart des gens ne se trimballent pas avec des photos d'eux dans leur portefeuille, de toute façon. Je te l'ai déjà dit, Giorgio. Billy continue à inspecter le contenu du portefeuille comme s'il lisait un livre. Thérèse Raquin, par exemple, qu'il a fini en dînant dans sa chambre. S'il décide de rester ici, il sera David Lockridge, détenteur d'une carte Visa et d'une carte Mastercard délivrées l'une et l'autre par la Seacoast Bank de Portsmouth. « C'est combien les plafonds pour les cartes ?» demande-t-il à Giorgio. « 500 pour la Master, 1000 pour la Visa. Vous avez un budget limité. Mais évidemment, si votre bouquin marche bien, comme on l'espère, ça pourrait changer. » Billy regarde Giorgio puis Nick d'un air abasourdi, en se demandant s'il s'agit d'un piège. Ont-ils vu la vérité derrière le personnage de Billy l'idiot? « Giorgio est ton agent littéraire !» s'exclame Nick. « À mourir de rire, non ?» Ma couverture, c'est écrivain. J'ai même pas fini le lycée. J'ai obtenu mon GED dans le désert, nom d'un chien. Cadeau de l'oncle Sam pour avoir échappé aux bombes artisanales et aux Muji à Fallujah et Ramadi. Ça marchera jamais, c'est de la folie. Non, c'est génial, au contraire, rétorque Nick. Laisse-le t'expliquer, Billy. Ou dois-je t'appeler Dave désormais? Pas question, si j'accepte, ce sera David, et c'est tout. C'est un sujet sensible, trop sensible. Billy est un gros lecteur, certes, et il rêve parfois de se mettre à l'écriture, mais il n'a jamais rien produit, à l'exception de quelques petits textes sans intérêt qu'il a jetés. Ça va pas le faire, Nick. Je sais que vous avez déjà lancé la machine. Il montre le portefeuille. Et je suis vraiment désolé, mais ça marchera pas. Qu'est-ce que je répondrais si quelqu'un veut connaître le sujet de mon bouquin? Accordez-moi 5 minutes, dit Giorgio. 10, au maximum. Et si ce plan ne vous plaît toujours pas, on se sépare bons amis. Billy en doute. Il lui demande cependant de continuer. Giorgio pose son verre de chocolat maltais sur la table, sans doute du Chippendale, à côté de son fauteuil et rote. Mais lorsqu'il concentre toute son attention sur Billy, celui-ci découvre qui est réellement Georgie Peaks. Un esprit athlétique, affûté, enfoui à l'intérieur d'un océan de graisse qui le tuera dans un avenir proche. Je sais que ça peut paraître bizarre de prime abord, surtout pour quelqu'un comme vous. Mais ça va marcher comme sur des roulettes. Billy se détend un peu. Il continue à se fier aux apparences. Le voilà rassuré de ce côté-là. Vous allez rester ici au minimum 6 semaines, ou 6 mois, reprend Giorgio, en fonction du temps qu'il faudra à l'avocat de se tarer pour utiliser tous les recours contre l'extradition. Ou jusqu'à ce qu'il pense avoir obtenu un arrangement satisfaisant. Vous serez payé pour ce boulot, évidemment, mais aussi pour l'attente. Vous l'avez bien compris, hein?
Billy hoche la tête. Par conséquent, vous devez avoir une bonne raison d'être ici à Red Bluff, qui n'est pas vraiment un lieu de villégiature. Exact, confirme Nick en faisant une grimace, comme un gamin devant une assiette de brocoli. Il vous faut également une raison pour justifier votre présence dans cet immeuble, situé en face du tribunal. Vous écrivez un livre. Voilà la raison. Mais Giorgio lève une main épaisse. Vous pensez que ça ne marchera pas, mais moi je vous dis que si. Et je vais vous expliquer comment. Billy paraît dubitatif. Toutefois, maintenant qu'il ne craint plus pour son déguisement, il croit deviner où veut en venir Giorgio. Et il se dit que cette idée peut fonctionner, en effet. Je me suis renseigné. J'ai lu un tas de magazines spécialisés et des tonnes de trucs sur Internet. Voici votre couverture. David Lockridge a grandi à Portsmouth, dans le New Hampshire. Vous avez toujours voulu devenir écrivain, mais vous avez déjà eu du mal à finir le lycée. Vous avez bossé dans le bâtiment. Vous n'avez jamais cessé d'écrire pourtant, mais vous étiez un gros fêtard, vous picoliez dur. J'ai failli vous inventer un divorce, mais je me suis dit que ça deviendrait trop compliqué. Pour un type qui connaît bien les armes, mais pas grand-chose d'autre, oui, peut-être, songe Billy. Et du jour au lendemain, l'idée de génie. Sur les blogs, on parle beaucoup de ces écrivains qui se révèlent subitement. C'est ce qui vous est arrivé. Vous avez écrit un texte, une 60aine de pages, une centaine peut-être. Sur quel sujet? Billy commence à se prendre au jeu, mais il s'efforce de ne pas le montrer. Giorgio se tourne vers Nick, qui hausse les épaules. J'ai pas encore décidé, mais je trouverai ma propre histoire, par exemple. Ou plutôt l'histoire de Dave. Il existe un mot pour ça. Une autobiographie, s'exclame Nick, comme s'il participait à Jeopardy. Oui, pourquoi pas, dit Giorgio. Mais son expression dit « Bien essayé, Nick, laisse faire les spécialistes. » Ou bien un roman. L'important, c'est de jamais en parler. Ordre de votre agent. Top secret. J'écrivais un bouquin, vous ne vous en cachez pas. Toutes les personnes que vous croiserez dans cet immeuble sauront que le type du 4e écrit un bouquin, mais personne ne saura de quoi il s'agit. Ainsi, vous ne risquez pas de vous emmêler les pinceaux. Comme si ça pouvait m'arriver, songe encore Billy. Ce David Lockridge, comment il a échoué ici, de Portsmouth? Et comment il s'est retrouvé dans la Girard Tower? C'est la partie que je préfère, dit Nick. On croirait un gamin à qui on raconte une histoire qu'il adore le soir avant de dormir. Et Billy sent qu'il est sincère. Il n'en rajoute pas. Nick est à fond dedans. Vous avez cherché un agent sur Internet, explique Giorgio. Puis il semble hésiter. Vous surfez sur Internet, hein? Ah oui, bien sûr, répond Billy. Il est persuadé qu'il s'y connaît davantage en informatique que ces deux gros lards, mais là encore, il se garde bien de fanfaronner. J'envoie des mails, de temps en temps je fais des jeux sur mon téléphone et je vais sur Comixology. C'est un site de BD où vous pouvez télécharger des trucs. Pour ça, je me sers de mon ordinateur portable. Bien. Donc, vous avez cherché un agent. Vous avez envoyé des lettres expliquant que vous étiez en train d'écrire un bouquin. La plupart des agents ont dit non, parce qu'ils préfèrent s'en tenir aux trucs qui rapportent du fric, genre James Patterson ou ce gamin binoclard, Harry Potter. Sur un blog, il parle de cercle vicieux. Vous avez besoin d'un agent pour être publié, mais tant que vous n'êtes pas publié, vous n'avez pas d'agent. C'est pareil dans le cinéma, intervient Nick. D'accord, il y a des grosses vedettes, mais tout tourne autour des agents. C'est eux qui ont le pouvoir. Ils disent aux stars ce qu'elles doivent faire, et elles le font, tu peux me croire. Giorgio attend patiemment que Nick ait terminé avant de reprendre. Finalement, vous tombez sur un agent qui accepte. Et puis merde, dit-il, pourquoi pas? Je vais jeter un œil. Envoyez-moi les premiers chapitres. Vous, dit Billy. Moi, Georges Rousseau. Je lis quelques pages, et je suis emballé. Je les fais lire à quelques éditeurs que je connais. Erreur, pense Billy. Vous les montrez à quelques directeurs de collection que vous connaissez. Mais c'est un détail qui se corrige. Et ils sont enthousiastes aussi, mais ils refusent de lâcher du fric. Une somme à 7 chiffres peut-être, tant que le bouquin n'est pas terminé. Parce que vous êtes un produit inconnu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Billy a frôlé la catastrophe. Il a failli répondre par l'affirmative car il est exalté par les possibilités qui se dessinent. Ce pourrait être une excellente couverture, surtout cette obligation de garder le secret sur la nature de son projet. Et puis ce serait amusant de se faire passer pour ce qu'il a toujours voulu être. Ça veut dire un feu de paille?
Nick affiche son sourire de vainqueur. Giorgio acquiesce. Oui, en quelque sorte. Bref, le temps passe. J'attends la suite du bouquin, mais Dave ne m'envoie rien. J'attends encore. Rien. Alors je vais le voir, là-bas, chez lui, à Homardland. Et qu'est-ce que je trouve? Mon gars en train de faire la bamboula comme cet enfoiré d'Hemingway. Au lieu de bosser, il sort avec ses potes ou bien il cuve. L'alcool et la drogue vont avec le talent, on le sait bien. Ah bon? C'est prouvé. Mais George Rousseau est bien décidé à sauver ce type, au moins le temps qu'il termine son bouquin. Il convainc un éditeur de lui faire un contrat et de lui octroyer une avance de 30 000 ou même 50 000 $. C'est pas une fortune, mais c'est pas rien non plus. Et l'éditeur a le droit de se faire rembourser s'il ne reçoit pas le livre passé un certain délai. C'est ce qu'on appelle une date de remise. L'astuce, Billy, c'est que ce chèque est à mon nom. Billy comprend tout maintenant. Mais il laisse Giorgio débiter son histoire. J'ai posé certaines conditions. Dans votre intérêt, vous devez quitter Homardland et vos potes qui picolent dur et s'envoient de la coke dans les narines. Vous devez partir loin d'eux, dans un trou paumé où il n'y a rien à faire et où, même s'il y avait des choses à faire, il n'y aurait personne avec qui les faire. Et je vous annonce que je vais vous louer une maison. Celle que j'ai vue? Exact. Mais surtout, je vais vous louer un bureau. Et tous les jours de la semaine, vous vous enfermerez dans une petite pièce où vous trimerez jusqu'à ce que votre bouquin top secret soit terminé. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous pouvez dire adieu à cette chance unique. Sur ce, Giorgio se renverse dans son fauteuil, qui grince légèrement malgré son aspect robuste. Maintenant, reprend-il, si vous me dites que c'est une mauvaise idée, ou même si vous trouvez que c'est une bonne idée, mais que vous ne vous sentez pas capable de jouer ce rôle, on en reste là. Nick lève la main. Avant que tu dises quoi que ce soit, Billy, je tiens à souligner un autre intérêt de ce plan. Tu vas rencontrer toutes les personnes qui habitent à ton étage et d'autres occupants de l'immeuble. Et je te connais, tu as un autre talent, en plus de pouvoir atteindre un quarter à 500 mètres. J'en serais incapable, songe Billy. Même Chris Kyle n'y arriverait pas. Tu t'entends bien avec les gens, sans forcément devenir pote avec eux. Quand il te voit arriver, il sourit. Comme si Billy avait protesté, il ajoute « J'en ai été témoin ». D'après Hoff, il y a 1 ou 2 food trucks qui s'arrêtent devant cet immeuble tous les jours. Et quand il fait beau, les gens vont s'asseoir sur les bancs dehors pour déjeuner. Tu pourrais en faire autant. Il faut pas gâcher tout ce temps passé à attendre. Tu peux t'en servir pour te faire accepter. Une fois leur étonnement passé, ce type écrit un bouquin, tu deviendras un employé de bureau comme un autre qui rentre dans sa petite maison de Midwood tous les soirs. Billy se dit que ça pourrait marcher. Et donc, poursuit Nick, quand le grand jour viendra enfin, est-ce que tu seras un type que personne ne connaît? L'inconnu qui a certainement fait le coup? Non. Tu travailles là depuis des mois. Tu bavardes avec les gens dans l'ascenseur. Tu tires au sort avec les gars de l'agence de recouvrement au premier étage pour décider qui paye les tacos. Ils sauront d'où est parti le tir, souligne Billy. Ouais, mais pas tout de suite. Car tout le monde sera à la recherche de cet inconnu. Et parce qu'il y aura une diversion. Tu as toujours été un putain de Houdini pour disparaître après un coup. Quand la poussière retombera, tu seras déjà loin. C'est quoi, cette diversion? On en parlera plus tard, répond Nick, et Billy en déduit qu'il n'a pas encore pris de décision à ce sujet. Mais avec Nick, difficile de savoir. On a largement le temps. Pour l'instant. Il se tourne vers Giorgio, alias Georgie Pigs, alias George Russo. Son regard semble dire « À toi ». Giorgio plonge de nouveau la main dans la poche de sa gigantesque veste pour en extraire son téléphone. Vous n'avez qu'un mot à dire, Billy. Le mot de passe de votre compte offshore préféré, en l'occurrence. Et je vous transfère 500 000 $. Ça prendra environ 40 secondes. 1 minute et demie si la connexion est mauvaise. Je vous verserai également une jolie somme sur un compte local pour vos faux frais. Billy sent qu'il le presse de prendre une décision et, durant un bref instant, il a l'image d'une vache que l'on pousse vers l'abattoir. Mais ce n'est peut-être qu'une petite crise de paranoïa à cause de l'énorme enjeu. Peut-être que votre dernier boulot ne devrait pas être seulement le plus lucratif, peut-être qu'il devrait être aussi le plus intéressant. Néanmoins, il aimerait savoir une dernière chose. Pourquoi Hoff est-il dans le coup? C'est son immeuble, répond aussitôt Nick. Oui, mais... Billy fronce les sourcils pour mimer une intense concentration.
Il m'a dit qu'il y avait un tas d'appartements vides. Celui du 4e qui fait l'angle est parfait. Ton agent, ce cher Georgie, ici présent, l'a chargé de le louer, pour qu'on reste en dehors de tout ça. Et c'est lui qui fournit l'arme, ajoute Giorgio. Impossible de remonter jusqu'à nous. Billy l'a déjà compris. Il a remarqué que Nick prenait soin de ne pas être vu avec lui, pas même sur le perron de sa propriété sécurisée. Il n'est pas entièrement satisfait, cependant, car Oath lui a fait l'impression d'être un moulin à paroles, et c'est jamais bon de côtoyer un moulin à paroles quand on prépare un assassinat. 4. Plus tard, ce soir-là, un peu avant minuit, allongé sur le lit de sa chambre d'hôtel, les mains sous l'oreiller, Billy savoure la fraîcheur si éphémère. Il a accepté le contrat, évidemment. Et quand vous dites oui à Nick Majarian, pas question de faire machine arrière. Il va jouer le premier rôle dans le scénario de son dernier coup. Il a demandé à Giorgio de transférer les $500 000 dans une banque des Caraïbes. Il y a une coquette somme sur ce compte maintenant, et elle gonflera considérablement lorsque Joel Allen mourra sur les marches du tribunal. De quoi vivre longtemps, très longtemps s'il est prudent. Et il le saura. Il n'a pas des goûts de luxe. Le champagne et les escort girls, ça n'a jamais été son truc. Sur 2 autres comptes bancaires locaux, David Lockridge disposera de $18 000. C'est beaucoup d'argent de poche, mais pas assez pour déclencher une alerte sur les écrans radars des fédéraux. Il a posé 2 autres questions. La plus importante étant, de combien de temps disposera-t-il à partir du moment où il recevra le feu vert? Pas très longtemps, a répondu Nick. Mais ce sera pas non plus du style, il arrive dans un quart d'heure. Nous serons avertis dès que l'extradition aura été prononcée et tu recevras un appel. 24 heures avant au minimum. Peut-être 3 jours ou même une semaine. Ça te va? Oui. Comprenez bien que je peux rien vous garantir si j'ai juste un quart d'heure devant moi, ou même 1 heure. T'inquiète. Et si Allen ne monte pas les marches du tribunal, s'ils le font entrer par une autre porte? Il y a une autre porte, en effet, a répondu Giorgio, utilisée par certains employés du tribunal, mais elle se trouve aussi dans la ligne de mire du 4e étage. Il y a juste 6 mètres de plus. C'est faisable, non? Ça l'était, et Billy l'a confirmé. Nick a esquissé un geste de la main comme on chasse une mouche agaçante. Allen montera les marches, tu peux en être sûr. Autre chose? Non. Maintenant, couché sur son lit, il réfléchit. Il attend le sommeil. Lundi, il emménagera dans la petite maison jaune louée à son intention par son agent littéraire. Mardi, il découvrira le bureau que Georgie Piggs a également loué pour lui. Quand Giorgio lui a demandé ce qu'il avait l'intention de faire là-bas, Billy lui a répondu qu'il allait commencer par télécharger l'appli Comixology sur son ordinateur, et peut-être aussi quelques jeux. Il pensait quand même à écrire quelques lignes entre 2 bandes dessinées, a dit Giorgio en plaisantant à moitié, pour entrer dans le personnage, habiter le rôle, comme on dit. Peut-être qu'il le fera. Peut-être qu'il se mettra à écrire. Même si c'est pas très bon, ça fera passer le temps. Il a suggéré une autobiographie. Giorgio a suggéré un roman. Non pas qu'il le croie suffisamment intelligent pour ça, mais parce que Billy pourrait faire cette réponse si on lui pose la question. Et quelqu'un la lui posera, forcément. Un grand nombre de quelqu'un, même. Une fois qu'il aura fait la connaissance des occupants de la Gerrard Tower. Il glisse vers le sommeil lorsqu'une chouette idée le réveille. Pourquoi pas un mélange des deux? Pourquoi pas un roman qui soit en fait une autobiographie, écrite non pas par le Billy Summers qui lit Zola ou Hardy et s'est même attaqué à l'infini comédie, mais par l'autre Billy Summers, cet alter ego qu'il appelle Billy l'idiot. Est-ce que ça pourrait marcher? Il pense que oui, car il connaît ce Billy aussi bien qu'il se connaît lui-même. Je peux toujours essayer, se dit-il. Je n'aurai que ça à faire. Alors qu'il se demande comment il pourrait commencer, il s'endort enfin. Chapitre 3. 1.
De retour dans le hall de l'hôtel le lundi midi, Billy Summers attend qu'on vienne le chercher. Sa valise et la sacoche de son ordinateur sont posées à côté de son fauteuil et il lit une autre bande dessinée d'Archie. Ami pour la vie. Aujourd'hui, il ne pense pas à Thérèse Raquin, mais à ce qu'il pourrait écrire dans le bureau du 4e étage. Ce n'est pas encore très clair dans son esprit, mais il a déjà la première phrase et il s'y accroche. Elle pourrait en entraîner d'autres. Ou pas. S'il se sent prêt à connaître le succès, il est prêt également à affronter la déception. Il a toujours fonctionné ainsi, et ça lui a plutôt bien réussi jusqu'à présent, puisqu'il n'est pas en prison. À 12h12, Frank McIntosh et Polly Logan font leur entrée dans le hall de l'hôtel, en costume. Échange de poignées de main, la banane de Frank semble avoir subi une vidange. « Tu dois rendre ta chambre ?» ?»« C'est fait. Allons-y alors. » Billy glisse sa bande dessinée dans la poche de sa valise et la soulève. « Non, non !» dit Frankie. « Laisse ça à Polly. Un peu d'exercice lui fera du bien. » Polly lui adresse un doigt d'honneur en se servant de son majeur comme d'une pince à cravate, mais il prend la valise. Il marche jusqu'à la voiture. Frank s'installe au volant, Polly s'assoit à l'arrière. Direction Midwood et la petite maison jaune. En voyant la pelouse pelée, Billy se promet de l'arroser. S'il n'y a pas de tuyau, il en achètera un. Une voiture est garée dans l'allée, une petite Toyota qui semble avoir déjà quelques années, mais comment savoir avec les Toyota ? « C'est à moi ?»« Ouais, » dit Frankie. « C'est pas terrible, mais faut croire que ton agent surveille tes dépenses. » Polly dépose la valise de Billy sur le perron, sort une enveloppe de la poche de sa veste et en extrait une clé avec laquelle il déverrouille la porte. Il remet la clé dans l'enveloppe et la tend à Billy. Dessus est écrit 24 Evergreen Street. Billy, qui n'a pas regardé la plaque de la rue, ni hier ni aujourd'hui, songe « Maintenant je sais où j'habite. » « Les clés de la voiture sont sur la table de la cuisine, » dit Frank. Et il tend la main. C'est l'heure des adieux. Billy ne s'en plaint pas. « Ménagez-la » dit Polly. Moins d'1 minute plus tard, ils sont partis. Sans doute pour regagner le manoir et son chérubin qui pisse du matin au soir au milieu d'une pelouse gigantesque. 2. Billy monte dans la chambre principale au premier étage et ouvre sa valise sur un lit double, qui vient d'être fait, semble-t-il. En ouvrant l'armoire pour y ranger ses affaires, il découvre qu'elle contient déjà des chemises, 2 pulls, un sweatshirt à capuche et 2 pantalons habillés. Il y a même une paire de chaussures de jogging toute neuve, en bas. Ils ne se sont pas trompés dans les tailles, apparemment. Dans les tiroirs, il trouve des chaussettes et des sous-vêtements, des t-shirts, un jean Wrangler. Il remplit le tiroir vide avec ses affaires personnelles, peu nombreuses. Il pensait acheter ce dont il avait besoin au Walmart qu'il a vu en passant, mais a priori, ça ne sera pas nécessaire. Il redescend dans la cuisine. Les clés de la Toyota sont sur la table, en effet, à côté d'une carte de visite qui indique « Kenneth Hoff, entrepreneur », en relief. Entrepreneur. Voilà un bien grand mot, pense-t-il. Il retourne la carte et découvre un bref message, rédigé de la même écriture que l'adresse sur l'enveloppe qui contenait les clés. « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. » Il y a 2 numéros, un numéro professionnel et un portable. En ouvrant le réfrigérateur, Billy constate qu'il renferme des produits de base. Jus d'orange, œufs, lait, bacon, de la viande et du fromage sous plastique, une barquette de salade de pommes de terre. Plusieurs bouteilles d'eau minérale Poland Spring, des canettes de coca et un pack de Bud Light. En tirant le tiroir de la partie congélateur, il ne peut s'empêcher de sourire car son contenu en dit long sur Ken Hoff. Il est célibataire et jusqu'à son divorce, car Billy est prêt à parier qu'il a divorcé au moins une fois, il a toujours été nourri et abreuvé par des femmes, à commencer par sa mère, qui l'appelait certainement Kenny et veillait à ce qu'il aille chez le coiffeur tous les 15 jours. Le congélateur déborde de plats et de pizzas surgelés et de glace, celle avec un bâtonnet. Aucun légume, ni frais, ni surgelé. « J'aime pas ce type », dit Billy à voix haute. Il ne sourit plus. Il n'aime pas non plus le rôle joué par Hoff dans tout ça.
Outre le fait qu'il se retrouvera en première ligne une fois le contrat exécuté, Nick lui cache quelque chose. Peut-être que ça n'a pas d'importance. Peut-être que si. Comme le répète Trump plusieurs fois par jour, comment savoir? 3. Il y a un tuyau d'arrosage au sous-sol enroulé et poussiéreux. En soirée, alors que la chaleur de la journée commence à retomber, Billy le traîne dehors et le branche sur le robinet situé sur le côté de la maison. Alors qu'il arrose la pelouse de devant en jean et t-shirt, il voit arriver le voisin. Un grand type, dont le t-shirt blanc ressort de manière éclatante sur sa peau très noire. Il a 2 canettes de bière à la main. « Salut, voisin !» dit l'homme. « Je vous apporte une bière bien fraîche, pour vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. Jamal Ackerman. » Il tend une canette à Billy. Ils échangent une poignée de main. « David Lockridge, vous pouvez m'appeler Dave. »« Merci. » Il ferme le robinet. « Entrez donc, ou bien on peut s'asseoir dehors, sur les marches. J'ai pas encore eu le temps de m'installer. » Inutile de faire appel à Billy l'idiot ici. À Midwood, il peut être un type ordinaire. « Dehors, c'est très bien, » dit Jamal. Il s'assoit sur les marches. Ils ouvrent les canettes. Pshh. Billy lève la sienne pour trinquer. « Merci. » Ils boivent, en examinant la pelouse. « Faudra autre chose que de l'eau pour attraper ce carnage, » commande Jamal. « J'ai du Miracle Grow, si vous voulez. Ils avaient une super promo au Wally World Garden Center le mois dernier, et il m'en reste plein. Ça pourrait m'intéresser. J'envisage de faire un saut chez Wally World, moi aussi. Je voudrais acheter des fauteuils pour la terrasse, mais sans doute pas avant la semaine prochaine. Vous savez comment c'est quand on emménage. » Rire de Jamal. « M'en parlez pas. C'est notre 3e logement depuis que je me suis marié en 2009. Au début, on vivait chez sa mère. » Il fait mine de frissonner. Billy sourit. « J'ai 2 gamins, 8 et 10 ans. Un garçon et une fille. Si jamais ils vous enquiquinent, et ça arrivera sûrement, hein, poussez une gueulante. Autant qu'ils cassent pas les vitres ou ne mettent pas le feu à la maison, ça devrait aller. » Vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. Je suis là pour un moment, mais je sais pas encore combien de temps. C'est un peu gênant de dire ça comme ça, mais j'écris un bouquin. Du moins, j'essaie. Apparemment, j'ai une chance d'être publié, et il se pourrait même que ça me rapporte du fric, à condition que je me mette au boulot. Et j'ai pris un bureau en ville, la Gerrard Tower, vous connaissez? Je dois aller le visiter demain. Jamal ouvre des yeux comme des soucoupes. Un écrivain? Ici, dans Evergreen Street? Oh, ça alors? Billy secoue la tête en riant. Ne vous emballez pas, je suis juste un apprenti écrivain pour l'instant. N'empêche, quand je vais raconter ça à Corinne, faut qu'on vous invite à dîner un de ces soirs. On pourra dire qu'on vous a connu à vos débuts. Il lève la main. Billy tape dedans. Tu t'entends bien avec les gens sans forcément devenir pote avec eux, avait dit Nick. C'est vrai. Billy aime bien les gens. Et il aime aussi les tenir à distance. Ça pourrait ressembler à une contradiction, mais ça n'en est pas une. Ça parle de quoi, votre bouquin? Je peux pas vous le dire. C'est là que le travail d'adaptation commence. Giorgio croit tout savoir parce qu'il a lu des revues littéraires et consulté quelques blogs, mais il ne sait rien. Non pas parce que c'est top secret, mais parce que je dois rester concentré. Si je commence à en parler, il hausse les épaules. Oui, pigé. Jamal sourit. Et voilà. C'est aussi simple que ça. 4. Ce soir-là, Billy se connecte à Netflix sur le téléviseur grand écran de la salle de jeu. Il sait que c'est très à la mode ces temps-ci, mais il n'a jamais pris la peine d'aller y voir de plus près car il y a tant de livres à lire. Apparemment, il y a aussi un tas de choses à regarder. L'ampleur du choix a de quoi intimider. Et pour finir, il décide d'aller se coucher tôt au lieu de regarder quoi que ce soit. Avant de se déshabiller, il consulte son téléphone et découvre un texto de son nouvel agent. Russo. 9h à la Gerrard Tower. Venez en Uber. Billy n'a pas de téléphone au nom de David Lockridge. Ni Giorgio, ni Frank McIntosh ne lui en ont donné. Et il n'a pas non plus de portable prépayé. Il décide d'utiliser son téléphone personnel puisque Giorgio l'a fait. Avec l'appli de cryptage, ça devrait aller.
et Billy tient à préciser une chose importante. Billy. Ok, n'amenez pas Hof. Des points défilent sur l'écran pendant que Giorgio rédige sa réponse. Elle ne tarde pas. Russo. Obligé. Désolé. Les points disparaissent. Fin de la discussion. Billy vide ses poches et fourre son pantalon dans le lave-linge avec tout le reste. Il agit lentement, le front plissé. Il n'aime pas Ken Hof. Avant même que celui-ci ouvre la bouche, il ne l'aimait pas. C'est viscéral. Les parents et grands-parents de Giorgio auraient parlé de reazione istintiva. Hélas, Hof est dans le coup. Le texto de Giorgio est on ne peut plus clair. Obligé. Pourtant, ça ne ressemble pas à Nick et à Giorgio, qui n'ont pas pour habitude de mêler des gens du cru à leurs affaires, surtout quand il s'agit d'une affaire de vie ou de mort. Hof est-il dans le coup à cause de l'immeuble? L'emplacement, comme disent les agents immobiliers. Ou parce que Nick n'est pas du coin, justement. Rien de tout cela n'excuse Ken Hof aux yeux de Billy. C'est un peu dur cette année, a-t-il dit. Billy songe qu'il faut sacrément tirer le diable par la queue pour participer à une tentative d'assassinat. Et dès la première seconde, la barbe naissante, style macho, le polo Izod, le pantalon Dockers aux poches légèrement élimées, les mocassins Gucci aux talons éculés, il a senti que Hof serait le premier à se mettre à table dans une salle d'interrogatoire si les flics lui proposaient un deal. Après tout, conclure des deals était la raison d'être de tous les Ken Hof de la Terre. Billy se couche, reste allongé sur le dos dans le noir, les mains sous l'oreiller. Il contemple le vide. Quelques voitures passent dans la rue, peu nombreuses. Il se demande à partir de quel moment 2 millions de dollars commencent à paraître insuffisants et à ressembler à un piège à con. La réponse lui semble évidente. Quand il est trop tard pour faire machine arrière. 5. Billy prend un Uber pour se rendre à la Gerrard Tower, conformément aux instructions. Hof et Giorgio l'attendent devant l'immeuble. Avec sa barbe de 3 jours, Hof continue à ressembler davantage à un clochard qu'à un type cool, aux yeux de Billy en tout cas, mais il est plus présentable avec son costume d'été et sa cravate grise discrète. George Russo, en revanche, paraît plus gros que jamais dans sa chemise verte portée sur un jean si large au cul qu'on pourrait y tailler une tente pour 2 personnes. Dans son esprit, c'est ainsi que s'habille un agent littéraire important quand il va chez les ploucs. Une sacoche d'ordinateur est coincée entre ses jambes. Hof semble avoir renoncé, en partie du moins, à son numéro de représentant de commerce débonnaire. À la demande de Giorgio, peut-être. Toutefois, il ne peut s'empêcher de mimer un petit salut militaire jovial. « Mon capitaine ?»« Content de vous revoir, Billy. Le vigile de garde ce matin, et presque tous les jours de la semaine, c'est Irvdin. Il va vous demander votre permis de conduire et vous prendre en photo, vite fait. Vous voulez bien ?» Parce qu'il n'a pas le choix, Billy hoche la tête. Des employés traversent encore le hall pour prendre l'ascenseur. Certains sont en costume et quelques femmes portent ces chaussures à talons hauts que Billy appelle des clic-clacs. Mais beaucoup, bizarrement, arborent des tenues décontractées et même des t-shirts publicitaires. Il ne sait pas où il travaille, mais sans doute pas dans un endroit qui reçoit du public. Le type installé à l'entrée du hall, derrière un guichet de style concierge, est âgé et replet. Les rides qui encadrent sa bouche sont si profondes qu'il ressemble à une marionnette de ventriloque à taille humaine. Un flic à la retraite, subodore Billy. À 2 ou 3 ans de sa pension à temps plein. Son uniforme se compose d'un simple gilet bleu sur lequel on a brodé « Polk Security » en lettres dorées. Preuve supplémentaire que Hof traverse une mauvaise passe. Très mauvaise même, si cet immeuble est son unique gagne-pain. Hof s'approche du vieux bonhomme avec un grand sourire et la main tendue. Il a branché son charme en mode turbo. « Comment ça va, Irv? Tout roule ?»« Bien, monsieur Hof. »« Et votre femme, Saboum ?»« Son arthrite lui fait des misères, mais sinon ça va. »« Lui, c'est George Russo. Vous l'avez rencontré la semaine dernière. Et je vous présente David Lockridge, notre écrivain résident. »« Enchanté, monsieur Lockridge. »
un sourire éclaire le visage de Dean et le fait paraître plus jeune. Pas beaucoup plus, mais un peu. « J'espère que vous trouverez l'inspiration ici. » Une remarque sympathique, peut-être même la plus appropriée, songe Billy. « Je l'espère aussi. »« Je peux vous demander de quoi parle votre bouquin ?» Billy pose son index sur ses lèvres. « Top secret. »« Oh, oui, je comprends. Je crois que vous serez bien là-haut, 4e. Oh, c'est un beau petit appart. Je suis obligé de vous prendre en photo pour le badge, si ça vous ennuie pas. »« Aucun problème. »« Vous avez un permis de conduire ?» Billy lui tend le permis de David Lockridge. Dean se sert d'un téléphone portable au dos duquel on a collé une étiquette Gerard Tower à la 10 mots pour photographier le permis de conduire, puis Billy lui-même. Maintenant, sa photo est enregistrée dans l'ordinateur de l'immeuble, accessible à toute personne qui possède une autorisation ou des talents de hacker. Il se dit que ça n'a pas d'importance. C'est son dernier contrat, mais ça le chagrine. Il n'aime pas ça. Le badge sera prêt quand vous repartirez. Vous devez l'utiliser s'il n'y a personne à l'accueil. Vous le posez sur ce lecteur, tout simplement. J'aime bien savoir qui entre ici. Mais la plupart du temps, je serai là, ou bien ce sera Logan, si je suis en congé. On vous fera signer le registre. Compris. Vous pouvez aussi vous servir de votre badge pour le parking, dans Main Street. Il est valable 4 mois. Votre agent a payé pour cette durée. Il ouvrira la barrière dès que je vous aurai rentré dans l'ordinateur. N'espérez pas vous garer dans la rue quand le tribunal siège. Ce qui explique le Uber. Il n'y a pas de place de stationnement attitrée dans le parking, mais généralement vous pourrez vous garer au 1er ou au 2e niveau. Il n'y a pas foule en ce moment. Dean lance un regard contrit à Ken Hoff et reporte aussitôt son attention sur le nouveau locataire. Si vous avez besoin de quelque chose, tapez 1 sur votre téléphone fixe. La ligne est branchée. Votre agent s'en est occupé également. Monsieur Dean s'est montré très serviable, intervient Giorgio. C'est son boulot, s'exclame Hoff joyeusement. Pas vrai, Irv? Absolument. Passez le bonjour à votre femme, et dites-lui que je lui souhaite d'aller mieux. Il paraît que les bracelets en cuivre, c'est efficace. Ce qu'on voit dans les pubs à la télé. Oui, pourquoi pas, répond Dean, mais il paraît sceptique. Il a raison. Quand il passe devant le guichet, Billy aperçoit sur les genoux de M. Polk Security le numéro spécial maillot de bain de Sports Illustrated, avec une nana super sexy en couverture. Billy se promet d'en acheter un exemplaire. Billy l'idiot aime le sport, et il aime les jolies filles. L'ascenseur les conduit au 4e étage. Il débouche dans un couloir désert. Là-bas, c'est un cabinet d'experts comptables, indique Hoff en le montrant du doigt. 2 suites communicantes. Il y a également des avocats et un dentiste de ce côté-ci, à moins qu'il ait déménagé. Sans doute puisque sa plaque n'est plus sur la porte. Bon, il faudra que je pose la question à l'agent immobilier. Tout le reste de l'étage est inoccupé. Oh, ce type est vraiment dans la merde, se dit Billy une fois de plus. Il jette un coup d'œil discret à Giorgio, mais George, regarde la porte derrière laquelle il n'y a plus de dentiste, comme s'il y avait quand même quelque chose à voir. Un peu avant d'arriver au bout du couloir, Hoff sort de la poche de sa veste un petit porte-carte magnétique en tissu sur lequel sont imprimées les lettres GT en doré. « C'est à vous. Il y a 2 cartes supplémentaires. » Billy approche une des cartes magnétiques du lecteur et pénètre dans ce qui pourrait faire office de réception s'il s'agissait d'une société florissante. Il règne une chaleur étouffante et ça sent le renfermer. « Oh mon Dieu, quelqu'un a oublié de brancher la clim. Une seconde. » Hoff pianote sur le boîtier fixé au mur et pendant un moment d'angoisse, rien ne se passe. Enfin, l'air frais jaillit d'un évent situé sous le plafond. Billy devine le soulagement de Hoff à ses épaules qui retombent. La pièce suivante est un grand bureau pouvant accessoirement servir de salle de réunion. Au centre, une longue table à même d'accueillir 6 personnes à condition qu'elles se tassent les unes contre les autres. Dessus, on a posé une pile de cahiers, achetés chez Staples, une boîte de stylos et un téléphone fixe. Il fait encore plus chaud dans cette pièce. Son futur atelier, devine Billy, à cause du soleil matinal qui se déverse par la fenêtre. Là encore,
personne n'a pris la peine de baisser les stores. Giorgio s'évente avec le col de sa chemise. « Ça va se rafraîchir très vite, » dit Hoff dans tous ses états. « C'est un super système de climatisation, le top du top. Ça commence déjà, vous sentez ?» Billy se contrefiche de la température de la pièce, pour le moment du moins. Il s'approche du côté droit de la grande fenêtre qui donne sur la rue et suit du regard la diagonale qui mène aux marches du palais de justice. Puis, il trace une seconde diagonale en direction de la petite porte située un peu plus loin, celle qu'utilisent les employés du tribunal. Il imagine la scène. Une voiture de police s'arrête ou un fourgon portant l'inscription « Sheriff's Department » ou « City Police » sur le côté. Des représentants de l'ordre en descendent. Au moins 2, peut-être 3. 4, peu probable. Ils ouvrent la portière côté trottoir, si c'est une voiture, les portes arrière, si c'est un fourgon. Billy regarde Joel Allen descendre du véhicule. Il n'aura aucun mal à l'identifier. Il sera entouré de flics et menottés. Un tir facile, le moment venu, s'il vient. « Billy ?» La voix de Hoff le fait sursauter, comme s'il l'arrachait à un rêve. Le promoteur se tient dans l'encadrement d'une autre pièce, beaucoup plus petite, la kitchenette. Voyant qu'il a réussi à capter l'attention de Billy, il montre tous les appareils d'un large geste, tel un mannequin du juste prix. « Dave », corrige Billy. « Je m'appelle Dave. »« Oui, exact, désolé. Vous avez un petit réchaud 2 feux. Pas de four, mais vous avez un micro-ondes pour le pop-corn, les plats surgelés, etc. Les assiettes et les ustensiles de cuisine sont dans les placards. Là, vous avez un petit évier pour faire votre vaisselle et un mini-frigo. Hélas, il n'y a pas de toilettes privées. Elles sont au bout du couloir, pour les hommes et pour les femmes. Au moins, c'est de votre côté. Ça va moins loin. Et puis, il y a ça. Il sort une clé de sa poche et avance le bras vers un panneau de bois rectangulaire découpé au-dessus de la porte entre le bureau et la kitchenette. Il tourne la clé et appuie sur le panneau qui se soulève, dévoilant un espace d'une 40aine de centimètres de hauteur sur un peu plus d'1 mètre de long et 60 centimètres de profondeur. Vide. Un rangement, dit Hoff en faisant mine de tirer avec un fusil invisible. La clé, c'est pour le verrouiller le vendredi quand les agents d'entretien... Billy s'apprête à intervenir, mais Giorgio le devance. Tant mieux, car c'est lui qui est censé être le cerveau de l'affaire, pas Billy Summers. Non, aucun agent d'entretien ne doit entrer ici. Ni le vendredi, ni aucun autre jour. Souvenez-vous, ce bouquin est un projet top secret. Dave fera son ménage lui-même. Il est très maniaque, pas vrai, Dave? Billy acquiesce. Oui, il est maniaque. Dites-le à Dean et à l'autre type de la sécurité, Logan, c'est ça? Et prévenez Border aussi. À l'intention de Billy, il précise Steven Border, le concierge de l'immeuble. Billy hoche la tête et enregistre. Giorgio dépose la sacoche d'ordinateur sur la table en écartant les fournitures servant à écrire à la main, un geste que Billy trouve à la fois triste et symbolique, d'une certaine manière. Il sort l'ordinateur. MacBook Pro, le NEC plus ultra, un cadeau. Vous pouvez utiliser le vôtre si vous préférez, mais avec cette petite merveille, vous avez tout. Vous saurez vous en servir? Il y a sûrement un guide d'utilisation, un truc dans le genre. Je me débrouillerai. Aucun problème à ce niveau-là. En revanche, si Nick Majarian n'a pas trafiqué ce magnifique bolide noir pour en faire une sorte de miroir magique lui permettant de voir ce que Billy écrit, il a laissé passer une sacrée occasion. Et ça lui arrive rarement. « Oh, j'y repense tout à coup, » dit Hoff. Il tend à Billy une de ses cartes de visite en relief en même temps que la clé du petit placard au-dessus de la porte de la kitchenette. Le code Wi-Fi, totalement sécurisé, aussi sûr qu'une chambre forte. Mon cul, pense Billy en glissant la carte dans sa poche. Bon, je crois qu'on a fait le tour, dit Giorgio. On vous laisse à votre labeur créatif. Venez, Ken. Hoff semble rechigner à partir, comme s'il regrettait de ne pas pouvoir en montrer davantage. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi Dave. N'importe quoi, hein. De quoi vous distraire peut-être?
Une télé, la radio ?» Billy secoue la tête. Il possède une énorme bibliothèque musicale sur son téléphone, de la country principalement. Il a un tas de choses à faire durant ces prochains jours, mais il trouvera bien le temps de charger ses chansons sur ce bel ordinateur tout neuf. Et si Nick décide de l'espionner, ce sera pour lui l'occasion de découvrir Reba, Willie et tous les amis tapageurs de Hank Jr. Et peut-être qu'après ça, il écrira ce bouquin, sur son propre ordinateur dans lequel il a confiance. En outre, il a l'intention d'adopter des mesures de sécurité pour les deux ordis, le nouveau et le sien, qui est un vieil ami. Giorgio parvient enfin à entraîner Oaf et Billy se retrouve seul. Il retourne devant la fenêtre pour tracer mentalement les deux diagonales, celle qui conduit aux marches de pierre et celle qui conduit à l'entrée du personnel. Une fois de plus, il imagine ce qui va se passer. Il voit clairement la scène. Dans la réalité, les événements ne ressemblent jamais à ce que vous voyez dans votre tête, mais ce travail commence toujours par la visualisation. À cet égard, c'est comme la poésie. Les choses qui changent, les variables imprévisibles, les modifications, tout cela doit être géré sur le moment, mais au départ, il y a la visualisation. Son téléphone lui annonce l'arrivée d'un texto. Russo. Désolé pour H, je sais que c'est un connard. Billy. Je suis obligé de le revoir? Russo. Je ne sais pas. Billy aurait préféré quelque chose de plus définitif, mais il se contentera de cette réponse pour l'instant. Il est bien obligé. 6. Lorsqu'il regagne ce qui est désormais sa nouvelle maison, suppose-t-il, il a dans sa poche son badge de résident au nom de David Lockridge. Demain, il prendra sa voiture d'occasion pour se rendre au travail. Sur le perron, appuyé contre la porte, il découvre un sac d'engrais Miracle Grow, sur lequel on a scotché un mot. J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin. Jamal Ha. Billy fait un signe de la main en direction de la maison voisine, sans être certain qu'il y ait quelqu'un pour le voir. Il n'est pas encore midi. Les époux Ackerman sont sans doute au travail. Il dépose le sac d'engrais dans le vestibule et se rend au Walmart, où il achète 2 téléphones prépayés, dont un de rechange, et 2 clés USB. Là encore, une seule devrait suffire car il pourrait y stocker les œuvres complètes de Zola et n'occuper qu'une partie infime de la capacité de stockage. Suivant une impulsion, il achète également un ordinateur portable All-Tech qu'il range dans le placard de la chambre sans le sortir du carton. Il paie les téléphones et les clés USB en liquide et se sert de la carte Visa au nom de David Lockridge pour l'ordinateur. Il ne sait pas trop ce qu'il compte faire des 2 téléphones, peut-être même qu'il ne les utilisera pas. Tout dépend de sa stratégie de repli, encore floue à ce stade. En rentrant, il fait une halte au Burger King, et quand il arrive à la maison jaune, il découvre 2 gamins à vélo devant sa porte. Un garçon et une fille, un blanc et une noire. Il devine que la fille doit être celle de Jamal et Corinne Ackerman. « Vous êtes notre nouveau voisin ?» demande le garçon. « Oui », répond Billy en songeant qu'il va devoir s'habituer à ce rôle. Ça pourrait être amusant. « Je m'appelle David Lockridge. Et toi ?»« Danny Fazio. Elle, c'est ma copine Shanice. J'ai 9 ans et elle 8. » Billy serre la main de Danny, puis celle de Shanice, qui le regarde timidement lorsque sa petite main noire disparaît dans sa grosse main blanche. « Enchanté. Alors vous profitez bien de vos grandes vacances ?»« Le programme de lecture est pas mal, » répond Danny. « Il distribue des autocollants pour chaque bouquin qu'on a lu. J'en ai déjà 4. Shanice en a 5, mais je vais la rattraper. Là, on va chez moi. Et après le déjeuner, on va retrouver les autres au parc pour jouer au Monopoly. » Il indique la direction. « C'est Shan qui apporte le jeu. Je choisis toujours la voiture de sport. » Des enfants livrés à eux-mêmes au XXIe siècle. Billy est impressionné. C'est alors seulement qu'il remarque le type 2 maisons plus loin. Débardeurs, bermudas et baskets tachées par l'herbe qui le surveillent. Il regarde de quelle manière il se comporte avec les enfants. « À plus, Balthazar !» lance Danny en enfourchant sa bicyclette.
À la revoyure, Arthur, répond Billy, et ils éclatent de rire. Cet après-midi-là, après une sieste, il a bien le droit de faire une sieste maintenant qu'il est écrivain, non? Il prend le pack de Bud dans le frigo et va le déposer sur le perron des Ackerman, avec un mot. Merci pour l'engrais, Dave. Les choses s'annoncent bien. Et en ville? Il pense que oui, il l'espère. Exception faite de Hof, peut-être. Hof continue à le tracasser. 7. Dans la soirée, tandis que Billy répand l'engrais, il voit arriver Jamal Ackerman avec 2 des bières qu'il lui a apportées. Il arbore une salopette verte ornée de son nom brodée en lettres dorées sur la poitrine. Et de l'autre côté, Excel Pneus. Il est accompagné d'un jeune garçon qui tient une canette de Pepsi. « Bonsoir, monsieur Lockridge. Ce petit gars est mon fils, Derek. Shanice me dit que vous avez déjà fait sa connaissance. »« Oui, avec un autre petit gars, prénommé Danny. »« Merci pour les bières. Et c'est quoi que vous utilisez, là ? On dirait le tamis à farine de ma femme. » »« C'est exactement ça. Je voulais acheter un épandeur à main au Walmart, mais pour cette prétendue pelouse... » Il regarde la parcelle d'herbe pelée et hausse les épaules. « Trop de frais pour trop peu de résultats. »« Ça marche bien, on dirait. Peut-être que je vais essayer. Et pour derrière, c'est vachement plus grand. Et il faut tondre d'abord, à ras. Et j'ai pas de tondeuse, pour le moment. »« Vous pouvez emprunter la nôtre, hein, papa ?» s'exclame Derek. Jamal ébouriffe les cheveux de son fils. « Bien sûr. »« Non, je peux pas accepter, » dit Billy. « Je vais en acheter une, à condition, encore une fois, que j'avance dans mon bouquin et que je reste dans le coin. » Il s'assoit sur les marches du perron. Billy ouvre sa bière et boit. C'était exactement ce dont il avait besoin, et il le dit. « Ça parle de quoi, votre bouquin ?» demande Derek, assis entre les 2 adultes. « Top secret. » Avec un sourire. « Ouais, je sais, mais c'est de la fiction ou du vécu ?»« Un peu des deux. »« Stop !» intervient Jamal. « La curiosité est un vilain défaut. » Une femme sort d'une des maisons situées au bout de la rue et vient vers eux. La cinquantaine passée, cheveux grisonnants, rouge à lèvres éclatant, elle tient un grand verre à la main et ne marche pas très droit. « Ah, voilà Madame Kellogg !» murmure Jamal. « Elle est veuve. Elle a perdu son mari l'année dernière, il a fait un infarctus. » Il regarde la misérable pelouse de Billy d'un air songeur. En tondant l'herbe, justement. « Si c'est une fête, je peux m'incruster ?» demande Madame Kellogg. Malgré la distance et l'absence de vent, Billy sent des relents de gin dans son haleine. « Du moment que ça ne vous gêne pas de vous asseoir sur les marches. » Billy se lève et lui tend la main. « Dave Lockridge. » Et voilà qu'ils sont rejoints par le type qu'il avait à l'œil pendant qu'il discutait avec Shanice et Danny. Il a troqué son débardeur et son bermuda contre un jean et un t-shirt maître de l'univers. Il est accompagné d'une grande blonde maigre, vêtue d'une robe d'intérieur et chaussée de baskets. Puis, l'épouse et la fille de Jamal sortent à leur tour, avec ce qui ressemble bel et bien à une assiette de brownie. Billy invite tout ce petit monde à l'intérieur pour qu'ils puissent s'asseoir sur de vrais sièges. « Bienvenue dans le quartier », se dit-il. 8. Monsieur maître de l'univers et son épouse blonde maigrichonne sont les Ragland. Les Fazio débarquent eux aussi, sans leur fils, suivis des Peterson qui habitent à l'extrémité du pâté de maison et ont apporté une bouteille de vin rouge. Le salon se remplit. Une chouette petite soirée improvisée. Billy passe un bon moment, notamment lorsqu'il n'est pas obligé d'endosser le costume de Billy l'idiot, mais aussi parce qu'il aime bien ces gens. Même Jan Kellogg, qui est déjà ivre et se rend fréquemment aux toilettes, qu'elle appelle le petit coin. Lorsque tous ses invités s'en vont, de bonne heure, car demain au travail, Billy sait qu'il va trouver sa place ici. Certes, il sera un objet de curiosité parce qu'il écrit un livre, ce qui le rend exotique, mais ça passera. Et au milieu de l'été, en supposant que Joel Allen ne se présente pas en avance à son rendez-vous avec une balle, il sera devenu un voisin comme un autre. Billy a appris que Jamal est chef d'atelier chez Excel Pneus et Corey, le monde est petit, secrétaire au tribunal.
Il a appris que Diane Fazio surveille Shanice durant les vacances, pendant que ses parents travaillent. Le frère de Shanice, Derek, est inscrit au centre aéré et au mois d'août, il part faire un stage de basket. Il a appris que les Duggan ont quitté la Maison Jaune de manière précipitée au mois d'octobre. Ils ont mis les bouts, pour reprendre l'expression de Paul Ragland. C'étaient des snobinards et, par conséquent, Dave Lockridge offre un contraste bienvenu. Après l'assassinat, ils expliqueront aux journalistes qu'il avait pourtant l'air d'un gars bien. Et ça lui va, car il se considère comme un gars bien, qui fait un sale boulot. Au moins, se dit-il, je n'ai jamais tiré sur un gamin de 15 ans qui va à l'école. Contrairement à Joel Allen, alias Joe, si c'est la vérité. Avant de se coucher, il déballe l'ordinateur Holtec, le met en marche, et Google Ken Hof. Un type influent à Red Bluff. Il est membre du Rotary et de la Fraternité des Elks. Il a été président de la section locale des JC, et il a dirigé le Parti républicain local durant la campagne de 2016. Une photo montre un Ken pas encore barbu, coiffé d'une casquette « Make America Great Again ». Il faisait partie de la commission d'urbanisme de la ville, mais il a dû démissionner en 2018 à la suite d'accusations de conflit d'intérêts. Il possède une demi-douzaine d'immeubles dans le centre, dont la Gerrard Tower, ce qui fait de lui une sorte de mini-Trump, se dit Billy. Il est également propriétaire de 3 chaînes de télé, une à Red Bluff et 2 dans l'Alabama, toutes les 3 affiliées à Worldwide Entertainment, d'où l'allusion à WWE, sans doute. Il a divorcé non pas une fois, mais 2, ce qui veut dire pension alimentaire ruineuse. Son idée de créer un terrain de golf a été abandonnée à la fin de l'année dernière. Quant à son projet de construire un nouvel immeuble dans le centre, il est suspendu, tout comme sa demande d'autorisation d'ouverture d'un casino. Dans l'ensemble, voilà un homme dont le modeste empire commercial chancelle. Une simple petite poussée, et il bascule dans le vide. Billy va se pieuter. Allongé sur le dos, les mains sous l'oreiller, il contemple le plafond. Il commence à comprendre pourquoi Nick a été attiré par Ken Hof, et pourquoi Ken Hof a été attiré par Nick. Nick sait se montrer charmeur, toujours ce sourire éblouissant, et il est plus intelligent que le Pékin moyen. Mais quand on y regarde de près, on découvre une hyène, et les hyènes sont douées pour repérer l'animal boiteux dans le troupeau qui passe, celui qui sera bientôt à la traîne. Ken Hof est le pigeon. Il ne portera pas le chapeau pour le meurtre, non, il aura un alibi en béton, mais quand la police cherchera le type qui a commandité l'assassinat, ils ne trouveront pas Nick, ils trouveront Ken. Billy n'y voit pas d'inconvénient.